Depuis plus d'un an, les jours et les nuits de Christopher Martin sont hantés par le souvenir de sa sœur, Julie. Elle avait tellement de choses à vivre, elle donnait tellement aux gens qu'elle est gâchée. Julie Martin, 34 ans, infirmière à Nancy, est morte en juin 2014. Son compagnon, Hafid Malouk, avec qui elle vivait depuis 5 ans, est soupçonné de l'avoir tuée et de s'être débarrassé de son corps. Pour Christopher, le frère de Julie, un scénario impensable. Elle aimait Hafid, ça se voyait. Il n'y a aucune difficulté de ce point de vue-là. Rien ne laisse présager qu'un jour elle ne soit plus là, quoi. Et que lui, en tout cas, Hafid, pourrait avoir une quelconque responsabilité dans une disparition de cet ordre-là. Hafid, placé en détention provisoire, nie avoir tué sa compagne. Selon ses proches, il l'aimait et n'aurait eu aucune raison de la faire disparaître. Hafid et Julie se rencontrent au cours de l'été 2009, dans un bar. Après des études d'infirmière, Julie se spécialise en psychiatrie et travaille dans cette association, où elle s'occupe notamment de toxicomanes et de prostituées. Hafid, lui, est commercial. Il enchaîne les CDD, notamment dans les assurances. Il aime le foot, la musique et sortir avec ses amis. De leur amour naît une petite fille en 2010. Le couple s'installe dans le centre-ville de Nancy, dans cet immeuble. Un 3 pièces, au 2e étage, où la petite famille semble vivre paisiblement. Jafar est l'un de ceux qui connaît le mieux Hafid. Ils se sont rencontrés lorsqu'ils étaient étudiants en BTS. Il a tout de suite apprécié Julie. Et il aimait passer du temps avec les jeunes amoureux. C'était un couple qui marchait très bien, qui fonctionnait très bien. À chaque fois que je les voyais ensemble. On fait des sorties parce que j'ai une gamine. Et quand on fait des sorties, par exemple à la piscine ensemble ou au parc, franchement, je les ai toujours vus unis, avec ce regard de complicité, d'affection. On n'imagine pas la suite des événements qui se sont passés, quoi. Les événements, c'est une soirée plaisante qui va tourner au cauchemar. Le 28 juin 2014, alors que la petite fille est chez sa grand-mère, Hafid et Julie invitent un ami à venir dîner devant un match de football. Cet ami, que nous appellerons Marc, a accepté de nous raconter cette soirée à condition de rester anonyme. C'est une bonne soirée, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de prise de tête, c'est bon enfant, c'est très très bon enfant. C'est vraiment une bonne soirée qu'en fait, sur les coups d'1 heure, 1h30 du mat, Julie va se coucher parce qu'elle est fatiguée, et donc voilà quoi. La soirée se poursuit jusqu'à 4 heures du matin, quand, un peu éméché, Marc se blesse au bras en chutant. Il saigne abondamment, alors avec Hafid, il réveille Julie pour qu'elle le soigne en attendant les pompiers. Quand les secours me prennent en charge, je dis au revoir à Hafid et Julie, et je m'excuse encore d'avoir entaché un petit peu la fin de soirée, parce que voilà, un peu dégoûté. D'accord. À ce moment-là, est-ce que vous percevez entre deux un reproche, quelque chose? Aucun. À partir de cet instant, plus personne, hormis Hafid, ne verra Julie vivante. 24 heures plus tard, le lundi matin, il alerte ses proches de la disparition de la jeune femme. La sœur d'Hafid a accepté de nous recevoir chez l'avocat en charge de l'affaire. Bonjour, maître Bautier. Elle se souvient très bien de cet appel. Au bout du fil, son frère semble complètement perdu. Il est paniqué. Il me dit « Je ne voulais pas vous inquiéter, mais j'ai pas de nouvelles de Julie depuis 24 heures. » Hafid prévient aussi la famille de Julie. Et très vite, tout le monde s'inquiète. Car ce même lundi matin, Julie ne s'est pas présentée à son travail. Et à partir de ce moment, en fait, Hafid ne répond plus. Une fois qu'il a passé tous ses appels pour alerter. Donc c'est mon frère Youssef qui s'inquiète. Je lui dis « Écoute, va voir à l'appartement. » Il répond pas au téléphone. Le frère se précipite sur place. Mais l'appartement est fermé, verrouillé de l'intérieur. Il appelle les pompiers qui entrent par le balcon.
et trouvent Afid prostré dans la salle de bain, blessé aux mains, mais il refuse de se faire soigner. Christopher, le frère de Julie, se rend lui aussi au domicile du couple. Et la première réaction d'Afid l'étonne. Je m'assois à côté de lui, comme je me suis assis des centaines de fois à côté de lui, et il recule. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Où est Julie? Je sais pas, je la cherche. Je lui demande où est-ce qu'elle est. Elle est partie avec ses papiers, pas avec ses papiers. Oui, elle est partie avec ses papiers. Bon, d'accord. Puis le temps passe, quart d'heure plus quart d'heure, et puis je vois sur la table de la salle à manger son portefeuille à Julie. Machinalement, j'ouvre. Il y avait ses papiers. Et je lui dis, tu me dis qu'elle est partie avec ses papiers sont là, elle est où, quoi? Alertés par les pompiers, les policiers emmènent Afid au commissariat en tant que simple témoin. Mais pendant qu'ils l'interrogent, ils fouillent son appartement et y découvrent de nombreuses traces de sang, nettoyées, presque dans toutes les pièces. Afid est placé en garde à vue et doit s'expliquer. Il affirme que le sang dans l'appartement est celui de son ami Marc, blessé dans la nuit, et jure n'être pour rien dans la disparition de Julie. Quand il s'est réveillé le dimanche à midi, il raconte qu'elle n'était déjà plus là, qu'il a essayé de la joindre sur son portable, en vain, puis qu'il est parti en voiture à sa recherche toute la nuit. À 5h38 du matin, il envoie ce SMS à sa sœur. Tout va bien, Julie est chez une copine. C'est un mensonge destiné à la rassurer, dit-il. Les enquêteurs ne croient pas sa version. Afid est incarcéré et mis en examen pour homicide volontaire. 2 semaines plus tard, le corps de Julie est retrouvé dans ce bois, à la sortie de la ville. Christophe Gobin, journaliste à l'Est républicain, était sur place peu de temps après les enquêteurs. Il faut quand même s'avancer dans les bois. Alors moi, de tête, ça doit être quelque part par là, peut-être là. Le corps de la jeune femme a été brûlé. Sur la scène de crime, le journaliste retrouve quelques objets intrigants. Des anneaux métalliques, provenant vraisemblablement de rideaux, quoi. Il n'y avait plus de traces, hein, juste les anneaux métalliques, quoi. Plus un petit morceau de plat à tagine. Coïncidence, des débris de plats à tagine ont également été retrouvés dans l'appartement du couple. Des analyses doivent encore déterminer s'il s'agit du même plat. Plus accablant pour Afid, du sang est retrouvé dans le coffre de la voiture du couple. Selon une expertise, c'est celui de Julie. Face à ce dernier élément, comme face à tous les autres, Afid n'apporte aucune réponse. Un silence que déplore l'avocat de la famille de Julie, maître Stéphane Massé. La seule réponse de M. Malouk, c'est de dire « je ne suis pas expert ». Mais on ne lui demande pas de faire une expertise des taches de sang. On lui demande un peu d'expliquer pourquoi ces taches de sang se retrouvent sur ces tapis de sol. Selon l'avocat d'Afid Malouk, rien ne permet d'incriminer son client, qui continue à nier toute responsabilité dans la mort de Julie. On ne sait pas quand est-ce que Afid Malouk aurait tué sa compagne, comment il l'aurait déplacée, à quel moment, etc., etc. Et surtout, quel est le mobile? Parce que manifestement, il n'y a aucun mobile. Ni problème dans le couple, ni conflit majeur d'argent. Rien ne permet aujourd'hui d'expliquer pourquoi Afid aurait tué Julie. Pour la sœur du jeune homme, un tel meurtre est même tout simplement invraisemblable. On ne peut pas passer de quelqu'un qui aime sa fille, qui aime sa compagne, qui passe des vacances merveilleuses avec elle au mois d'avril-mai, à quelqu'un qui puisse... je veux dire, c'est un meurtre horrible. Même Christopher, le frère de Julie, n'arrive pas à croire qu'Afid aurait pu tuer sa sœur. Il voudrait lui aussi que le jeune homme s'explique. Qu'il soit responsable ou qu'il ne soit pas responsable, il y a des questions auxquelles il pourrait répondre et il n'y répond pas. On cherche une vérité qui un jour viendra peut-être, mais qu'on aimerait bien qu'elle soit pas celle-ci, quoi. Avant de disparaître, Julie Martin aurait confié à son dernier visiteur, l'ami Marc, qu'elle envisageait un deuxième enfant, avec Afid. « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «
Pour Christian Bouchon, il a fallu mettre une distance avec le drame. Son épouse, Patricia, a été tuée en 2011 à l'âge de 49 ans, près de Toulouse. Depuis, il s'est retiré à 250 km de là, à Aurillac. J'ai éprouvé ce besoin. Pas pour oublier, rien ne s'oublie, rien ne s'oubliera, mais pour pas que la vie s'arrête là, pour refaire une vie. Il y en a une qui s'est arrêtée net, et là c'est voilà, une deuxième vie, tout en n'oubliant absolument pas la première. Le 14 février 2011, l'information fait la une des journaux. Tout de suite, cette disparition qui inquiète au plus haut point les enquêteurs. Une femme de 49 ans n'a plus donné de nouvelles. Depuis hier matin, tout près de Toulouse, elle était partie courir de très bonne heure en pleine campagne. Patricia Bouchon s'était lancée au petit matin pour son footing quotidien d'une quarantaine de minutes. Rapidement, ne la voyant pas revenir, son mari s'inquiète. J'ai pris ma voiture et je suis descendu en ville pour essayer de la trouver. Parce que pour moi, c'était absolument anormal que le matin, elle ne soit pas là. Christian Bouchon ne la trouve pas. Il appelle alors les gendarmes qui se rendent immédiatement chez lui. Ils m'ont pris quand même très rapidement au sérieux. Ils se sont mis à chercher, ils ont mis les patrouilles sur Boulogne pour chercher si quelqu'un avait eu un malaise. J'aurais dit, il faut appeler les hôpitaux quand même, parce que peut-être qu'elle a eu un malaise, un accident, quelqu'un l'a emmenée à l'hôpital. Enfin, moi, dans ma tête, c'était un accident ou un malaise. Et au bout de quelques temps, très peu, parce qu'au milieu de la matinée, il y avait énormément de gendarmes dans la maison, beaucoup de gens étaient là. Et c'est là où là, c'est plus de l'inquiétude, c'est de la peur que vous avez, quoi. Le lendemain, sur le parcours de la joggeuse, sur ce chemin, les gendarmes découvrent d'importantes traces de sang, mais aussi des cheveux arrachés, un chouchou, un piercing et un gant en latex. Des effets qui appartiennent à Patricia Bouchon. Des objets disséminés sur une centaine de mètres, comme si la joggeuse avait à tout prix tenté d'échapper à son agresseur. Est-ce qu'on peut rentrer 5 minutes ? Les voisins déclarent avoir entendu les cris d'une femme dans la nuit, puis les paroles d'un homme qui aurait dit « Excuse-moi, excuse-moi ». Pour la fille de Patricia Bouchon, Carline, accompagnée de sa tante, c'est le début d'une insupportable attente. On retrouve des éléments lui appartenant, une grosse mare de sang lui appartenant, mais elle n'est toujours pas là. Plusieurs centaines de gendarmes ratissent la zone. Là, on est ici. Voilà, chemin de Pompigas, celui-ci. Des plongeurs sondent les plans d'eau. Rien. Aucune trace de Patricia Bouchon. Et c'est vrai que le fait de ne pas la retrouver, on s'accroche au fait qu'elle soit encore en vie. Et à contrario, bizarrement, on se dit, mais là, ça fait plus d'1 mois qu'elle a disparu. Elle est dans quel état? Comment on va la retrouver? Si elle est encore en vie, qu'est-ce qu'on lui fait, quoi? Oui, là, on imagine un tas de scénarios, d'autant qu'il y a eu des histoires juste un peu avant, donc on se fait vraiment des films, quoi. 44 jours après la disparition de la joggeuse, à 12 km du lieu de l'agression, au beau milieu des champs, un chasseur à la recherche d'un chien fait une macabre découverte. Il a souhaité rester anonyme. Je descends, je saute le fossé de l'autre côté. Instantanément, je regarde sous le pont, je m'aperçois qu'il y a une masse au niveau à peu près à 1,50 m, 2 mètres sous le pont. Au départ, je pensais que c'était un animal, quoi. Et à l'aide d'un bâton, j'ai soulevé ce que je voyais, la masse que je voyais, je me suis aperçu que c'était un corps. J'ai de suite pensé au meurtre de Patricia Bouchon. Les gendarmes informent le mari de la joggeuse et lui demandent de se rendre sur place. Là, on m'a amené une basket, on m'a amené encore quelques effets, quoi. C'est des émotions très compliquées, là. C'est ingérable, mais tout s'écroule, d'un coup. Impossible de savoir si Patricia Bouchon a été violée. Mais l'autopsie révèle que la victime a été violemment frappée au visage. Elle porte aussi des traces de strangulation. 2 ADN sont mis en évidence, mais ils sont incomplets, car le corps est resté longtemps immergé dans l'eau. Peu d'indices matériels, mais un témoin crucial, qui, le jour de la disparition de Patricia Bouchon, l'aurait croisée sur la route au petit matin.
ce chauffeur a accepté de nous livrer son témoignage anonymement. Il se rendait au travail lorsqu'il a été surpris par une scène à la sortie de Bouloc. Je croise quelqu'un qui court, habillé plutôt sombre, qui court vers moi. On se croise, on se regarde. Ça me paraît curieux parce que ça doit être 4h, 4h10, quoi. Et c'est super tôt, quoi. 200 mètres plus loin, il évite de justesse une voiture stationnée en sens inverse, tout feu éteint, au milieu de la route. Alors lui est là, moi je dévie, je m'arrête à ce niveau. Et donc là, je regarde forcément, je vois un homme avec un bonnet. Moi, je lui pose la question, est-ce qu'il y a un problème? Tout va bien. Et là, il démarre de façon agressive, quoi. Le témoin réussit également à décrire le modèle de la voiture. Une Renault Clio 3 portes de couleur claire, et dresse ce portrait robot, qui dans un premier temps n'est pas diffusé à grande échelle. Le procureur craint qu'il ne suscite trop d'appels et perturbe le travail des enquêteurs. Un groupe spécial d'une dizaine de gendarmes, la cellule 31, est mise en place. De la piste familiale à celle du rôdeur, en passant par les prédateurs sexuels, dont 7 sont recensés à Bouloc, tout est étudié. Une soixantaine d'hypothèses. Mais l'enquête semble piétiner, aucun suspect. Au gré des dates anniversaires et des marches blanches en mémoire de Patricia Bouchon, la famille s'impatiente. Finalement, au bout de 2 ans, cet appel à témoins est diffusé. Plus de 30 personnes vont trouver une ressemblance avec un homme, Laurent Desjans. Un habitant de Bouloc de 34 ans, un peu marginal, qui résidait à quelques kilomètres du lieu du drame. Juste après la disparition, il a été interné dans cet hôpital psychiatrique, où les médecins ont établi qu'il souffrait de schizophrénie. De plus, il aurait possédé une Clio de couleur claire, comme celle aperçue par le témoin. En janvier 2014, il est placé en garde à vue dans cette gendarmerie. Il clame son innocence, mais il est mis en examen et placé en détention ici, près de Toulouse, où il est toujours incarcéré. C'est la personnalité et le comportement de Laurent Desjans qui ont forgé la conviction des enquêteurs. Pour Éric Riedi, son patron à l'époque, le suspect aurait eu une attitude étrange après la disparition de Patricia Bouchon. Il aurait démissionné précipitamment après avoir été informé par un collègue que des tests ADN allaient être effectués. L'affaire le dérangeait, il en parlait. Voilà. Comme on le savait un peu impulsif dans le village, les gens le connaissent, donc lui se sentait soupçonné, enfin, les gens pouvaient l'accuser, quoi. Selon une employée de l'entreprise, qui souhaite rester anonyme, il aurait aussi tenu des propos ambigus. Moi, j'ai commencé à faire des rapprochements sur la disparition de cette personne, sur le fait qu'il voulait partir d'ici, pour oublier. Voilà, moi, c'est la phrase qui m'a dit « je veux partir d'ici pour oublier ». Laurent Desjans aurait-il croisé Patricia Bouchon? Si oui, aurait-il été victime d'un coup de folie? Consommateur régulier de cannabis, il errait souvent la nuit dans la ville et pouvait être sujet à des accès de violence. Une ancienne compagne, qui n'a pas souhaité apparaître devant une caméra, en atteste par téléphone. Il avait des moments très agréables, très gentils, mais très possessifs, très jaloux. Et des fois, il était amené à exploser, on va dire. Et est-ce qu'il a été violent envers vous? Non, il m'a jamais frappé. C'est surtout, il cassait tout. On avait un petit appart et à côté de sa mère. Et un jour, il a vraiment tout cassé. J'ai pris mes affaires et je suis partie. Gabriel, l'un de ses copains de galère pendant des années, l'a emmené voir un psychiatre quelques jours après la disparition de la joggeuse. Lui aussi confirme l'instabilité de Laurent Desjans. Bon, il y a un problème, il est très nerveux. Ah donc,
Du fait qu'il soit très nerveux, peut-être a-t-il pété les plombs. Je sais pas, je peux pas vous dire. Et vous lui avez demandé clairement, est-ce que c'est toi qui as tué Madame Bouchon? Oh bah oui, je lui ai demandé 50 fois. Puis même, je sais que c'est pas lui, donc... Et qu'est-ce que lui vous répondait? Il me disait, oui, si je l'avais tué, je me balancerais, il m'a dit. Je me balancerais tout seul. Outre son attitude étrange, les enquêteurs se sont concentrés sur la Clio que Laurent Desjean aurait possédée, ce que ce dernier nie. Ils n'ont trouvé aucune carte grise à son nom et n'ont jamais retrouvé le véhicule, malgré des milliers de vérifications. Pourtant, Jo, l'une de ses proches amies, assure qu'il en conduisait une. Elle l'a confirmé lors d'une confrontation devant le juge d'instruction. Il nous disait, mais non, j'ai pas eu de Clio. Et moi, je lui dis, mais si, Laurent, tu as eu une Clio. Peut-être pas longtemps, mais tu as eu une Clio. On est persuadé que, moi, je suis sûr, parce qu'une fois, il est venu pour m'amener faire des courses, et il avait la Clio. Mais le problème, c'est qu'on ne se souvient pas si c'était avant le meurtre, au moment du meurtre. Peut-être que s'il avait été directement impliqué dès le départ, peut-être qu'on aurait pu dire, oui, mais à ce moment-là, il avait vraiment la Clio à ce moment-là, que là, on ne sait pas. On ne peut pas affirmer, de dire, oui, oui, mais il avait la Clio à ce moment-là, si c'était 2 ans avant. Comme Jo, une trentaine de personnes ont assuré pendant l'instruction qu'il avait bien possédé une Clio. Autre élément à charge. Lors d'une reconstitution sur les lieux, en février 2015, Laurent Desjean a été identifié quasi formellement par le témoin numéro 1. Le moment fatidique, c'était est-ce que c'est lui, quoi? Est-ce que c'est lui que vous avez croisé, quoi? Donc, moi, j'ai dit oui, à 95 à 100%. Je ne sais pas si c'est la personne qui a rencontré la dame, mais moi, c'est la personne que j'ai rencontrée. Les traits, c'est les mêmes, les yeux, c'est les mêmes, le regard, c'est le même, mais le regard ce jour-là était surpris, un petit peu un regard trouble, fuyant, de la peur. Comment il a réagi quand vous avez dit « moi je suis sûr que c'est lui » ? Il a regardé par terre. Il a regardé par terre. Aucun indice matériel, pas de témoin direct du meurtre, parole contre parole. L'avocat de Laurent Desjean, maître Guy Debuisson, se dit convaincu de l'innocence de son client et dénonce l'absence de preuves. Patricia Bouchon la meurt d'ailleurs, est agressée très, très violemment. On va retrouver des mèches de cheveux, on va trouver une boucle d'oreille, etc. On sait qu'elle est agressée très violemment. Il n'y a pas l'ADN de mon client sur Patricia Bouchon, sur le corps de Patricia Bouchon ou sur les vêtements de Patricia Bouchon. De plus, selon l'avocat, l'unique témoin qui a reconnu Laurent Desjean ne serait pas fiable. Lors d'une séance d'identification qui s'est déroulée en 2014 face à 10 personnes, il s'est trompé. Cet homme-là, ce même témoin, ce qui est quand même extraordinaire, va être confronté dans le cadre d'une reconnaissance à plusieurs personnes pour dire est-ce que vous reconnaissez quelqu'un? Il y a des gens, il ne reconnaît pas des gens, il reconnaît quelqu'un d'autre, ce qui est quand même extraordinaire. Et malgré tout, parce qu'il n'y a pas d'autres personnes plusieurs années après maintenues dans le cadre d'une suspicion, on va dire, il est fort probable que ce soit Laurent Desjean. De son côté, l'avocate de la famille de la joggeuse estime que Laurent Desjean se serait trahi. Lors d'une audition, il aurait évoqué des éléments que seul le tueur pouvait connaître, notamment des détails sur le lieu de l'agression. Il va indiquer qu'il a aperçu sur ce chemin des traces de sang et qu'il s'est rendu compte qu'il manquait 2 cailloux sur ce chemin, précisant même que l'agresseur avait pu peut-être frapper Patricia Bouchon à l'aide de pierres. Donc ça, c'est quelque chose qui fait froid dans le dos pour les parties civiles, parce qu'effectivement, qui d'autre que celui qui a agressé Patricia Bouchon peut connaître ces détails qui n'avaient été révélés à personne, en fait. À partir du 14 mars, Laurent Desjean, qui risque la réclusion criminelle à perpétuité, va se retrouver dans cette salle de la cour d'assises de la Haute-Garonne, face à la famille de Patricia Bouchon. On a quand même besoin de l'entendre. On a besoin de l'entendre s'exprimer, de s'expliquer. Je veux dire, même s'il clame son innocence, on a aussi besoin de l'entendre, voire dire ça devant nous. Moi, je veux qu'il me le dise droit dans les yeux qu'il est innocent. La grosse force qu'on a, c'est que ma mère, elle était très forte.
Elle était très forte, avec un mental d'acier. Et je suis sûre d'une chose, c'est qu'elle n'aurait absolument pas accepté qu'on se laisse aller parce qu'elle ne fait plus partie de ce monde. Donc notre force, c'est elle. C'est elle. Des cris, des pleurs, des hommes et des femmes sortis brutalement du lit. Jeudi 8 h, ses parents le savent depuis plusieurs heures, mais ses proches la prennent à leur réveil. Dans la nuit, Siem, 18 ans, recherchée depuis une semaine, a été retrouvée morte. Son quartier, la Bitarelle, où elle vit avec ses parents, ses 3 frères et sa grand-mère, se ferme. Personne ne veut s'exprimer sur le meurtre de la jeune fille. Élève au lycée Jean-Baptiste Dumas à Alès, où elle préparait un bac pro service à la personne. Elle est décrite comme une jeune sans problème, très sociable. Elle avait un petit boulot dans cette pizzeria, tenue par Lounès. On faisait que ça. Après le travail, danser, rigoler. C'était une fille qui avait une longue vie devant elle, quoi. Avec que 18 ans. C'était devenu une famille, plus qu'une amie. C'était comme une petite sœur pour moi. Vendredi, un cousin, accompagné par le frère de Siem et une cousine Germaine, rend hommage à l'adolescente, au nom de toute la famille. Siem, c'était quelqu'un d'adorable, hein, vraiment. Vous avez pu le voir, ça se reflétait sur son visage dans les photos. Elle avait de la lumière, elle gardait des enfants comme elle pouvait garder sa grand-mère. Elle était aimante. Voilà, on l'aimait, on l'aimait. Je pourrais pas vous en dire plus, excusez-moi. Le 25 janvier, il y a 10 jours, d'après les témoignages recueillis par les gendarmes, Siem quitte précipitamment le domicile de sa grand-mère, qui vit dans cet immeuble, vers minuit. Laisse la porte ouverte, oublie son portefeuille, puis plus rien. La gendarmerie est rapidement mobilisée. D'abord orientée vers une disparition inquiétante, l'enquête est rapidement requalifiée en enlèvement, séquestration. La famille lance alors un cri de détresse. La maman de Siem prend la parole. Et en espérant qu'on la retrouve vivante et qu'elle rentre, même je pardonne qu'il me rende, rien que ma fille. Que ma fille, elle rentre à la maison vivante, c'est tout. Et je pardonne tout ce que... Je suis prête à pardonner, mais qu'il me rend ma fille. Où est-elle partie? Et surtout, avec qui? Très vite, les proches de la victime mettent les enquêteurs sur une piste. Mahfoud H, 39 ans, un père de famille qui vit à quelques kilomètres. Le soir de la disparition, Lounès, l'employeur de Siem, reçoit un appel vers minuit de la jeune femme. Elle m'a dit, il y a Mahfoud qui vient me chercher là en voiture. On n'a même pas eu le temps de discuter un peu plus longtemps. J'ai reçu on a coupé, j'ai reçu un SMS, elle m'a dit, j'y vais, je monte dans la voiture. S'il m'arrive quoi que ce soit, c'est Mahfoud. S'il n'y a pas de nouvelles, donnez l'alerte à mes frères. Je lui dis, mets-moi ta localisation. Le temps qu'elle le fasse, j'avais pas de réseau du coup. Ça chargeait. Ça n'a pas pris le temps du coup de s'activer. Et après, j'avais plus contact. Les policiers qui ont repris l'enquête connaissent bien cet homme. 13 condamnations, 9 ans de prison à son actif. Mardi 31 janvier, alors que Siem est introuvable depuis 6 jours, il est placé en garde à vue. Dans un premier temps, il nie toute implication dans la disparition de la lycéenne. Son alibi, une soirée avec un ami. Mais au bout de 36 heures, il demande à parler à son avocat, maître Darrigade, et craque. Et c'est là que ça va basculer, en fait, et il va, au terme d'un conflit certainement intérieur, décider
d'affronter sa responsabilité, de mettre un terme à un suspense voilà, qui est, pour la famille qui est intolérable, qui est insupportable, et puis soulager aussi sa conscience parce que certainement c'est très lourd à porter. Mahfoud H explique qu'il a étouffé la jeune fille. Sur ses indications, le corps de la lycéenne est retrouvé dans cette forêt, partiellement dénudé selon la presse locale. Avant d'être écroué, il affirme qu'il entretenait une liaison avec Siem. Il indiquait avoir tué la jeune femme dans le cadre d'une dispute liée à leur relation amoureuse, alors même qu'ils s'étaient retrouvés la nuit des faits en toute intimité. Ce drame qui arrive semble voilà, s'inscrire dans quelque chose de passionnel. Il fait déjà une première confession en expliquant que oui, il y a eu entre eux un lien sentimental qui s'est noué. Cette relation étonne. Ils ont 20 ans d'écart, ne semblent pas du même monde. Elle est une lycéenne studieuse. Lui, un délinquant, multirécidiviste. Mahfoud H a grandi dans un village voisin. Son père, ouvrier mineur de charbon, a eu une première vie et 7 enfants. Avec sa seconde épouse, il en aura 4 autres, dont Mahfoud. Il est entouré de ses sœurs, il a de l'affection, il a eu de l'éducation même, sa mère, etc. Mais voilà, il a toujours, à un moment donné, il a dévié dans son chemin et personne n'est arrivé à le remettre dans le bon rail. Dès 14 ans, il sombre dans la petite délinquance. Nous avons pu échanger avec une de ses amies qui le connaît depuis toujours. À l'école déjà, il volait la maîtresse. En grandissant, il n'a pas arrêté de voler, mais maladroitement, je dirais. C'est le voyou du coin, mais le voyou que l'on ne prend pas au sérieux. Une fois, il a braqué une enseigne et il a fait tomber sa carte d'identité. Une fois, il a tenté de cambrioler des maisons du village. Il n'a pas arrêté de commettre des délits de plus en plus graves. Des vols avec violence, puis des braquages. Des faits pour lesquels il purge 9 ans de prison. Il pourrait aussi être impliqué dans une séquestration particulièrement violente, celle de la gérante de ce bar tabac. Quelqu'un sonne à la porte, elle a à peine le temps de vérifier, d'ouvrir la porte sans aucune méfiance particulière, et elle se fait à ce moment-là agresser par 2 individus cagoulés, visage dissimulé, armés. On attend que le mari rentre du travail, et à ce moment-là, nouvelle scène de violence. On a frappé, on a ligoté, on a attaché, on a menacé. On ne se contente pas de ça, on pille des objets et on se décide finalement à partir, une fois qu'on considère que les poches sont suffisamment remplies, et on va laisser 2 braves gens qui sont chez eux attachés au sol. Le buraliste pense avoir reconnu l'un de ses agresseurs, qu'il a déjà croisé au club de foot du village. Ce serait Mahfoud. Il est mis en examen. À cette occasion, une expertise psychiatrique est dressée. Nous retenons une personnalité marquée par des troubles neuropsychiques, une déficience intellectuelle légère. Il existe une sociopathie, des troubles caractériels, une absence d'autocritique. Pour cette affaire, il aurait dû être jugé par la cour d'assises du Gard mercredi dernier, le lendemain de son arrestation pour la disparition de Siem. La jeune fille entretenait-elle vraiment une relation avec cet homme? Une seule personne, proche des 2 familles, nous l'a affirmé. Mais elle a refusé de le dire devant la caméra. Ce qui est certain, c'est que tous les 2 se connaissaient très bien. Siem était la baby-sitter des 3 enfants que Mahfoud a eus avec une cousine éloignée de la lycéenne. Des enfants qu'elle avait pris en affection, selon Lounès, son employeur. Là, c'était le jour où elle avait ramené les enfants au magasin. On rigolait, on se filmait, je lui dis t'arrives à faire nounou et dominos en même temps, t'es très forte. On rigolait, quoi. Elle les aimait trop, ses enfants. Ils disent qu'il y a une relation entre eux, c'est Mahfoud qui a dit ça, mais il n'y en avait aucune. Ça, je peux vous le garantir, à 1000%. Il n'y avait aucune relation entre eux. On était H24 ensemble. Quand je dis on, je prends l'équipe. On était H24 ensemble. On l'aurait vu de nos propres yeux. On finit à 23h, minuit, on la dépose chez elle.
Elle rentrait jamais seule. Il y a toujours un collègue ou une amie qui la dépose chez elle. On aurait vu quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a été faire avec lui si tard ce jour-là, dans ce cas? On aurait bien aimé savoir ce qu'elle est partie faire avec lui. Mais je ne saurais pas vous dire. La famille de la lycéenne n'explique pas non plus pourquoi elle a rejoint Mahfoud ce soir-là. Pour l'avocat des parents, cette liaison supposée serait une invention du suspect destinée à faire passer le meurtre pour un crime passionnel. C'est salir la mémoire de quelqu'un qui a déjà été sauvagement tué, à qui on a pris la vie. Cet axe de défense, il est malhonnête. Siem, elle était tout sauf cachotière. Ses amis avaient accès à son téléphone, accès à ses codes de réseaux sociaux. Elles avaient accès à tout. Aucune de ses amies n'a jamais aperçu un message qui aurait eu un caractère amoureux entre cet individu et la jeune Siem. Notre hypothèse, c'est tout simplement un individu qui essaye de profiter d'une jeune femme, qui très probablement l'a repoussée, a rejeté ses avances et qui a conduit à sa mort. Est-ce une stratégie de défense du suspect, toujours présumé innocent? Ou bien une façon pour les parents de la lycéenne de protéger la réputation de leur fille, décédée? Les téléphones de Siem et Mahfoud pourraient aider à répondre à cette question, mais ils sont introuvables. Quant aux résultats de l'autopsie, ils n'ont pas encore été rendus publics. À La Tronquière, dans le Lot, c'est dans un petit jardin public que Jean-Michel Coste parfois se recueille. Une pierre, presque anonyme, ornée d'un arbre de vie, en hommage à sa compagne enterrée au Mali. Djeneba, la femme qu'il a tant aimée. Elle était comment, Djeneba? Gaie, ouverte, positive. Elle aimait la vie, enfin, comme tout le monde, j'espère. Mais elle aimait les autres. Elle était généreuse, elle aimait les autres. Elle ne pouvait pas voir les gens être malheureux sans faire quelque chose. C'est dur de ne pas penser au pire jour de ma vie et donc de savoir qu'elle a été détruite. Djeneba Bamia a été assassinée à l'âge de 37 ans. Son meurtrier présumé serait son ancien mari, le père de ses 3 enfants, Jean-Paul Gouzou, 68 ans, qu'elle accusait de violence conjugale. Au procès de ce dernier, qui s'ouvre cette semaine, 2 questions terribles. Le meurtre de Djeneba aurait-il pu être évité? La justice a-t-elle tout mis en œuvre pour protéger cette femme battue? Jean-Paul Gouzou est né dans cette ferme où il a toujours vécu. Il y élève seul des bovins pour leur viande. Il est aussi membre du principal syndicat agricole, avec lequel il organise des formations à l'étranger. C'est à l'occasion d'un voyage au Mali qu'il rencontre Djeneba en 2007. Elle a 30 ans de moins que lui, est vétérinaire à Bamako. Sa famille, des notables, désapprouve sa relation avec l'éleveur français, mais elle décide de s'en affranchir. En 2008, 3 jours seulement après l'arrivée de Djeneba en France, le mariage est célébré. Les mariés sont entourés des amis de l'éleveur et de voisins, comme Nathalie Labarthe, qui se prend tout de suite d'affection pour la jeune femme. Elle a voulu apprendre la cuisine, elle a voulu apprendre à jardiner, elle a fait plein de choses à la maison. Le premier hiver, elle a vu la première neige et pour elle, c'était un bonheur de pouvoir aller dans la neige, quoi. Et elle avait vraiment cette envie de vivre ici. Les années qui suivent semblent heureuses. Djeneba passe son brevet de responsable d'exploitation agricole. Et, à la retraite de son époux fin 2011, c'est elle qui s'occupe de la centaine de têtes du troupeau. Le couple a dorénavant 3 enfants.
lorsqu'en 2016, la belle histoire d'amour se serait fissurée une première fois. C'est Nathalie qui recueille les confidences de Djeneba. Un jour en me promenant, j'ai vu Djeneba sur le chemin et elle s'est mise à pleurer, à me raconter ce qui se passait chez elle, qui lui criait dessus et qui lui avait mis une baffe. Et c'est de là que j'ai dit qu'il ne fallait pas se laisser faire et que ce n'était pas normal qu'un mari agresse verbalement ou physiquement sa femme. Djeneba ne dépose pas plainte et reste auprès de son mari. Mais quelques jours plus tard, elle doit appeler à l'aide. Le 12 mars 2016, elle contacte son amie Magali Morin. C'est la vétérinaire qui soigne ses bêtes, mais aussi la marraine de l'un de ses enfants. Et Djeneba était en larmes au téléphone, me disant Jean-Paul m'a encore violentée. Je lui dis t'es où? Elle me dit je suis à la maison. Je lui dis écoute j'arrive. La porte était ouverte, je l'entends hurler, pleurer. Je l'appelle, je lui dis Djeneba, Djeneba, elle me répond même pas. Je monte l'escalier et là je la vois assise par terre, les jambes écartées comme ça. Et elle me dit voilà, ce qui s'est passé c'est qu'en fait Jean-Paul voulait emmener les deux grands au poney. Et chercher donc les bombes, vous savez, les chapeaux là, pour le poney, partout. Et donc, elle était allongée. Descend, vient chercher les bombes, enfin, voilà. Et donc, il est monté, et parce qu'elle a dit non, je me repose. Et il a attrapé par le pied, fait tomber du lit, traîné du lit. Et après, il a été chercher les bombes et a emmené les deux grands au poney. Cette fois, Djeneba dépose plainte à la gendarmerie pour violence contre son mari. Jean-Paul. Il y a eu l'histoire du tracteur où il lui avait pris les clés et tout, il ne voulait pas lui rendre. Enfin, il y a eu toujours... il a toujours cherché à l'impressionner. Elle avait peur quand même. Elle allait sur la ferme, elle n'était pas toujours très rassurée. Pendant cette période de tension, Djeneba trouve du soutien auprès d'un nouveau compagnon. Avec Jean-Michel Coste, un producteur de lait biologique, il projette en mars 2017 un voyage au Mali avec les enfants de Djeneba. Sa mère, qu'elle n'a pas vue depuis 9 ans, est malade. Mais le but, c'était vraiment d'aller voir les grands-parents. Enfin, les parents de Djeneba, mais donc les grands-parents des petits, pour les présenter, parce qu'évidemment, ils ne connaissaient pas leurs petits-enfants. Et puis, du coup, vu que j'étais là, bien présent dans sa vie, elle voulait aussi voilà, me présenter. C'était vraiment, pour nous deux, un projet voilà, euphorique. Donc, je pense qu'on a un peu oublié des choses. Enfin, des choses
Jean-Paul Gouzou est incarcéré à la prison d'Agen. Djeneba a-t-elle été victime d'un coup de folie de son époux? Ou ce drame est-il l'épilogue d'un calvaire, ayant commencé beaucoup plus tôt? Les enquêteurs découvrent que Djeneba a raconté sa vie dans un journal intime. Elle aurait commencé à souffrir du comportement de son époux dès l'année de son mariage. J'ai eu une dispute avec JP. Je n'avais jamais pensé qu'un jour il me parlerait violemment. C'est lui qui décide de tout. Mais je sais qu'il m'aime, et je l'aime aussi. Si je supporte tout ça, c'est pour les enfants. Je me plais bien avec les animaux, mais il est toujours sur mon dos, à commander dans tous les sens. On dirait que je suis son esclave. Une esclave qui se serait également trouvée sous l'emprise financière de son mari. En partant à la retraite fin 2011, Jean-Paul Gouzou lui a vendu 200 000 € la centaine de bêtes et les machines de l'exploitation. Une somme que Djeneba lui remboursait à hauteur de 2 000 € par mois. En grande précarité financière au moment de la séparation en 2016, elle fait appel à Jacques Grain, un spécialiste de l'accompagnement des éleveurs en difficulté. La situation de l'éleveuse le stupéfie. Arriver donc à faire payer l'ensemble de ce qu'on transmet à sa conjointe alors qu'on reste là et qu'on vit ensemble, ça paraissait quand même assez gros. Il a pris son épouse comme un fermier, comme un tiers, comme une personne extérieure à la famille. Tous les gens qui partent à la retraite ne font pas ça. Surtout pas. Sinon, il n'y en aurait pas beaucoup qui se permettraient, qui pourraient vivre de leur travail, de leur exploitation. Djeneba aurait-elle été prise entre les griffes de Jean-Paul Gouzou, harcelée au quotidien et contrainte financièrement? Un engrenage fatal qui aurait pu être évité selon les proches de la jeune femme, qui dénonce plusieurs dysfonctionnements judiciaires. Magali Morin a découvert que l'ordonnance de protection n'a pas été appliquée. Le fusil de Jean-Paul Gouzou ne lui a jamais été retiré. Il s'est senti intouchable, il était dans son bon droit. Depuis le début, de toute façon, c'est lui le chef, c'est lui le patron, c'est lui qui décide. À partir du moment où ça ne change rien à sa vie, qu'il y ait une ordonnance ou pas, il continue. Donc il continue sans tous les droits, continue à embêter sa femme, continue à chasser. Personne ne lui a fait aucun rappel à l'ordre. C'est d'appeler cette femme. De l'incendier au téléphone. En lui disant qu'ils sont tous responsables. Que s'il y a 3 gamins orphelins, c'est parce que personne n'a fait ce qu'il avait à faire. Le parquet de Cahors a refusé de s'exprimer sur les accusations des proches de Djeneba. Pour Maître Goudeneige et Martial, les avocats de Jean-Paul Gouzou, ni ce procès fait à la justice, ni les soupçons d'emprise de leur client sur sa femme n'ont lieu d'être. Il n'y aurait qu'une seule raison à son passage à l'acte, le voyage au Mali. Il voit, dans sa tête, qui est à ce moment-là complètement à l'envers, il voit cette femme et ses 3 enfants monter dans l'avion. Il craint le pays où elles vont mettre les pieds
Et il se dit que ces enfants-là, eh bien, il va les perdre. Il se trompe, sans doute. Il n'y a pas de difficulté. Il va commettre l'irréparable. Et puis, il le décrit parfaitement. Hein, c'était pour tout arrêter. Tout arrêter. Jean-Paul Gouzou encourt la prison à perpétuité. Après avoir longtemps assumé son geste, il compterait, dès l'ouverture des débats, demander pardon à ses enfants. Je me réveille, je me prépare et on toque à la porte et c'est deux policiers qui viennent et qui me demandent si j'ai vu Tonneau ou ma mère. Je leur dis que non, je demande pourquoi. Les enquêteurs ne me disent rien, me demandent juste si j'ai vu l'un ou l'autre et c'est tout. Donc quand je rentre, j'essaie d'appeler maman. Il ne répond pas, qui est sur messagerie. J'envoie un message à maman en lui disant « Est-ce que tu peux me rappeler, c'est urgent ?» Pas de réponse. Et là, je me dis « Mais je vais aller voir à son boulot. » Et quand je me retrouve dans l'ascenseur avec, je crois, une collègue assez proche de maman, du coup, elle me dit « Il y a un problème, ta maman, elle n'est pas au travail. » Dans ma tête, je me dis « Mais il y a eu un accident sur la route. » Ou je ne sais pas tout de suite ce qui se passe. Et elle me dit « Il y a sa voiture dans le parking, mais elle n'est pas là. » Et là, je me dis « Mais c'est Tonneau. » J'imagine qu'il l'a enlevée. Qu'il l'a enlevée, qu'on ne sait pas où elle est, mais pour moi, je ne peux pas imaginer qu'elle est morte à ce moment-là. 2 heures plus tard, Florine apprend le décès de sa mère. Les policiers ont découvert son corps mutilé à coups de cutter dans l'appartement de Jérôme Tonneau, à Marc-en-Barœul, près de Lille. Nous sommes le 27 mai 2019. Depuis des mois, Nathalie Debailly, 47 ans, se sentait menacée par son ex-compagnon et avait alerté la police. En vain. Chronique d'un féminicide annoncé sur fond de dysfonctionnement policier. Et toi, t'as des photos de soirée aussi? Oui. Elle était belle. Non, magnifique. Non, moi, celle que je préfère, si elle est là. Oui. On la voit bien là. Vous étiez à Bruxelles, non? C'est pas ça? Ouais, c'est ça, regarde là. Cindy, Marianne et Geoffrey sont des voisins devenus de proches amis de Nathalie. Ouais, bon, celle-là, elle est excellente. Moi, je l'ai toujours vue souriante, sauf vraiment à la fin, mais sinon, elle était tout le temps souriante, quoi. C'est quelqu'un qui était apprécié dans le quartier. Ah, très apprécié, très apprécié. Ma sœur était quelqu'un qui avait un caractère assez fort. Elle était cadre à la Société Générale et elle faisait l'unanimité dans ses équipes. Mais elle savait ce qu'elle voulait et elle ne se laissait pas marcher sur les pieds. Elle a été mariée longtemps, plus de 20 ans, avec le père de ses enfants. Et elle avait divorcé en 2010. Après la séparation avec papa, elle s'est rendue compte que ce qui était le plus important, c'était qu'elle ait son indépendance et qu'elle voulait vivre sa vie comme qu'elle en avait envie. Elle avait ses amis, sa famille. Elle n'avait pas besoin de nouvelles personnes dans sa vie. On est sûrement à table avec Romain, mon frère. On parlait d'un peu de tout et rien, puis elle nous dit qu'elle a rencontré quelqu'un. Jérôme Tonneau, 53 ans, divorcé, père de 2 enfants, rencontré sur Internet en 2016. Donc sur le coup, moi, avec mon frère, on était contents. On s'est dit, c'est pas quelqu'un qui fait la tête, c'est pas quelqu'un de mauvais, il a l'air assez en forme, festif, bon délire, quoi. Quand on discutait avec Jérôme, on sentait que, en tout cas, c'est l'image qu'il renvoyait, que c'était quelqu'un qui était à l'aise financièrement, qui n'avait pas de difficultés, etc. Le gros véhicule, en gros, tous les signes extérieurs de richesse, quoi. Ex-directeur d'hypermarché, Jérôme Tonneau gère des laveries dans la région lilloise et s'impose peu à peu dans la vie de Nathalie et dans sa maison où il initie d'importants aménagements. En fait, ici, on est dans le salon, donc la cuisine, et l'agrandissement, il commence à partir d'ici. Donc toute cette partie-là, avec le dôme et puis le cabanon. Et c'est pas son projet, mais lui, il est très convaincant. Enfin, il lui dit qu'il faut pas qu'elle se soucie du financier. En gros, qu'ils s'aiment, tout va bien.
Il a fait venir les entreprises et en gros, il a pris les choses en main. Et puis elle se laissait porter. Oui, voilà. En lui disant toujours que de toute façon, ces travaux, c'était pas son projet, c'était pas dans ses moyens. Encore une fois. Dans sa maison agrandie, Nathalie improvise une fête avec ses voisins. Et Jérôme Tonneau. Une fête après laquelle Nathalie Debailly va découvrir une autre facette troublante de son nouveau compagnon. La police débarque chez elle pour une histoire de faux carjacking qu'il avait essayé de simuler pour toucher l'argent de l'assurance. Ma sœur ne comprend pas ce qui se passe, elle n'était pas du tout au courant de cette histoire de faux carjacking. On est des gens qui traversons jamais en dehors du passage clouté. Ma sœur était quelqu'un de très carré, très droit, et elle n'avait jamais rien fait d'illégal. Donc c'était quelque chose qui lui échappait, qui lui faisait peur. Elle ne le supportait pas. Et à partir de ce moment-là, c'est un bas dans la relation. Parce elle veut le quitter, elle n'y arrive pas, il le sent, et il fait tout pour que ça ne se passe pas, du coup. C'est comme si il avait compris le message inverse. Elle lui avait dit c'est terminé, et quand elle rentre de vacances, il a encore... plus dépersonnaliser la maison de ma sœur en y mettant des affaires à lui. Il n'arrête pas de dire mais je fais ça par amour, ma chérie, quand on aime, c'est normal. Il lui impose sa présence. Et elle va attaquer un travail pour essayer de sortir de cette relation toxique. Jusqu'à ce jour de février 2019, où elle lui dit maintenant tu me rends les clés de ma maison. 2 ans après leur rencontre, Nathalie décide de couper les ponts définitivement avec Jérôme Tonneau. Mais il dit directement, mais de toute façon, je viendrai te voir et je passerai par le jardin. Et là, il se met à harceler tout l'entourage de ma sœur, moi y compris, à nous appeler, de dire que c'est une victime et que ma sœur n'a pas le droit de faire ça, de l'abandonner. Inquiète, Nathalie Debailly dépose une première main courante pour harcèlement au commissariat de sa ville, à Marcq-en-Barœul, le 11 février 2019. Moins d'1 mois plus tard, 2e main courante dans le même commissariat. Mon ex-compagnon a pénétré au sein du parking de ma société. Il m'a suivi jusqu'aux ascenseurs, il voulait y entrer. Je l'ai poussé de la main. Et les menaces se poursuivent. Le 8 mars 2019, dans la soirée, Nathalie est contactée par un ami de Jérôme Tonneau, où il est notamment question de 30 000 € que son ex-compagnon lui réclame pour les travaux effectués. Nathalie enregistre la conversation avec cet ami. Là, il me fait flipper pour toi, je te le dis. Mais vraiment, je sais plus quoi penser, tellement il y a la masse. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il y a la masse? Là, il dit, si je promets 30 000, je la bute. Après, il dit qu'il a appelé des mecs, des machins, des ceci, des cela. Moi, il me fait flipper. Je te jure, c'est vrai, Nat. Je veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit, Nathalie, j'ai peur pour toi, j'ai peur qu'il fasse une bêtise. Viens avec moi chez les flics, on y va demain. Moi, s'il vous fait des menaces sur ma personne, il faut aller prévenir la police. Maintenant que je suis au courant du truc, je vais pas attendre que ça se passe, quoi. Je vais aller me protéger. Le lendemain, Nathalie dépose plainte au commissariat de Lille pour menaces de mort réitérées. Elle y évoque les confidences qu'elle a reçues. Mais il dit à ses amis qu'il me mettrait bien dans un coffre de voiture pour me mettre un coup de pression. Qu'il allait rôder autour de chez moi avec des intentions pas louables. Il dit vouloir me buter, se procurer une arme. Ça se termine comme ça, cela m'inquiète. J'aimerais qu'il y ait des patrouilles de police, de Marcq, voire de Lille, qui fassent des rondes autour de chez moi. Nathalie s'est fait accompagner par son amie Cindy, qui assiste à l'entretien avec le policier. Il nous dit, rassurez-vous, c'est un escroc. Un escroc, ça passe pas à l'acte. Bon, faites attention, mais bon, vous risquez pas grand-chose, quoi. Voilà. Conclusion de la police. Importance du préjudice subi par la victime en raison de la gravité et des circonstances de l'infraction, néant. Aucune mesure de protection n'est à mettre en œuvre. Jérôme Tonneau n'est pas convoqué pour s'expliquer. Le harcèlement continue. Nathalie reçoit une photo d'une pierre tombale.
et s'aperçoit que son ex-compagnon se poste régulièrement sur une terrasse de café au pied de la banque où elle travaille. Plusieurs jours de suite, elle le prend en photo. Il est là. Le 22 mai 2019, Nathalie Debailly est convoquée au commissariat de Lille, non pas pour son dossier, mais pour une plainte déposée contre elle par Jérôme Tonneau pour un vol de téléphone. Et là, ça la met en rage, parce qu'elle se dit punaise, moi, on me menace, j'ai des éléments sérieux, concrets, et lui, il dépose une plainte pour vol, et bim, je suis convoquée, quoi. Nathalie est mise hors de cause pour le vol, mais en profite pour déposer une nouvelle main courante, la 3e en 3 mois, 5 jours avant sa mort. Le 27 juillet 2019, Nathalie se rend à son travail dans le centre de Lille. À 8h36, elle s'engage dans le parking souterrain, où 3 hommes, dont Jérôme Tonneau, guettent son arrivée dans une fourgonnette. Elle sera sortie manu militari de son véhicule, très vite ligotée, bâillonnée, placée de force, bien évidemment, dans la fourgonnette. Un employé de la banque va arriver dans ce parking, va très vite prendre conscience qu'une agression se met en place, va tenter de réagir et Jérôme est muni d'une arme qui envoie des projectiles en caoutchouc, fera usage de cette arme. Et suite à cet événement, très vite, ils remontent tous dans les véhicules et repartent. L'employé, blessé à la joue et aux jambes, avertit la police. Pendant ce temps, les kidnappeurs prennent la direction du domicile de Jérôme Tonneau, à 15 minutes de là. Donc Nathalie va être taillée, enveloppée dans un drap, sortie sur le trottoir, donc devant chez Tonneau, et montée par un petit escalier en colimaçon, emmenée dans la baignoire. Jérôme va prendre la carte bleue de Nathalie, descendre de son appartement, se rendre à un guichet automatique à proximité, tirer de l'argent du compte de Nathalie, payer ses comparses. C'est de l'ordre de 300 € chacun. Ceux-ci quitteront très vite l'appartement et là, il se retrouvera seul avec Nathalie. Et c'est à partir de là qu'il décidera de l'égorger dans sa baignoire. À 12h30, près de 4 heures après avoir été averti de son enlèvement, la police découvre le corps de Nathalie Debailly. Jérôme Tonneau a lui disparu. Donc il va, après être passé à l'acte, absorber énormément de médicaments, va plonger quasi pendant 48 heures dans un sommeil profond. Donc il s'enfermera dans une camionnette et dans un box, pensant qu'on le retrouverait mort dans ce box, ce qui n'a pas été le cas puisqu'il se réveille et à peu près 48 heures après, il se rend à son appartement dans un état un peu hébété. Et c'est à ce moment-là que les services de police qui sont à proximité vont l'interpeller immédiatement. Placé en garde à vue, Jérôme Tonneau reconnaît les faits. Ses 3 complices présumés, membres de la communauté Rome, sont également interpellés dans ce camp. Pour tenter de comprendre le comportement de Jérôme Tonneau, il faut remonter le fil de sa vie. Issu d'un milieu aisé, son père était cadre bancaire. Son adolescence a été marquée par un drame, comme le raconte sa mère. C'est le décès de son père et de sa sœur dans le véhicule où il était. Le véhicule a était sur le passage à niveau au moment d'un passage d'un train. Donc il avait... Il avait 13 ans. Ça l'a beaucoup perturbé. D'ailleurs, il arrivait difficilement à rester seul. Il m'est arrivé de devoir revenir de mon travail parce qu'il avait des crises d'angoisse. Cet accident a créé ce qu'on appelle une faille abandonnique qui a été relevée par les experts lorsqu'il a été examiné dans le cadre de ce dossier d'instruction. Il a tellement peur
de perdre l'ami qu'il aime, la femme qu'il aime, qu'il en devient extrême dans sa façon d'aimer, c'est-à-dire possessif, où il veut tout gérer, tout maîtriser. Le meilleur moyen de ne pas perdre l'autre dans ce fonctionnement psychique est de le rendre dépendant. Parmi les femmes qu'il a fréquentées, celle que nous appellerons Marie garde un souvenir à vif de sa rencontre avec Jérôme Tonneau. En novembre 2015, ils partent à l'île Maurice. Selon Marie, le séjour vire rapidement au cauchemar. Elle soupçonne son compagnon de vol dans la chambre d'hôtel. Et donc en ouvrant ce coffre, je me suis aperçue qu'il me manquait de l'argent. Il avait mis une partie dans son caleçon. Et les 300 €, je les ai pris comme ça de son caleçon. Parce que ça dépassait. Je l'ai menacé d'aller voir la réception, d'appeler la police. Et là, il s'est énervé et il m'étrangle. Il me serre l'œsophage. Je vous assure, j'ai jamais vu le diable, mais là je l'ai vu. Et dans la bataille, j'ai su attraper un de ses bras et le mordre pour qu'il me lâche. Marie dépose plainte à la gendarmerie pour vol et violence. Lors d'une confrontation, elle assure que Jérôme Tonneau aurait reconnu une partie des faits, mais à la sortie... Il a ralenti le pas pour être à ma hauteur et ce monsieur m'a dit, mot pour mot, qu'un jour, il aurait ma peau. Et nous nous sommes quittés comme ça. Un an plus tard, Marie est informée que la plainte est classée sans suite par le parquet de Lille, qui estime que les faits n'ont pu être clairement établis par l'enquête. Dans l'affaire Nathalie Debailly, alors que la quadragénaire déposait en vain plainte et main courante, l'enquête a démontré que Jérôme Tonneau planifiait son enlèvement depuis 3 mois. Un assassinat assumé. Il y aura quelques tentatives d'enlèvement de Nathalie dans les semaines, les jours et semaines qui précèdent son meurtre, qui vont échouer, soit parce qu'il a fait marche arrière, soit parce qu'il n'y est pas arrivé. Mais il a du mal encore aujourd'hui à comprendre son geste qu'il qualifie lui-même d'abominable et d'impardonnable. Les proches de Nathalie Debailly estiment aujourd'hui que la police a failli. Tout d'abord le jour du meurtre. Selon l'avocate de la famille, les policiers n'auraient pas agi assez rapidement après avoir été alertés de l'enlèvement. Les policiers s'appellent pour savoir qui fait quoi. Finalement, ils vont, une demi-heure plus tard, sur le lieu d'enlèvement. Évidemment, c'est un enlèvement, il n'y a plus personne. Et puis, de fil en aiguille, ils vont aller à 10h30, c'est-à-dire quasiment 2 heures après l'enlèvement, devant l'appartement de Tonneau. Nous avons effectué une reconstitution et nous savons qu'à 10h30, Nathalie était vraisemblablement décédée. Mais par contre, si des policiers s'étaient immédiatement rendus au domicile de M. Tonneau, eh bien, elle aurait, on peut l'imaginer, été sauvée. Une enquête administrative de l'IGPN, la police des polices, a conclu que les policiers lillois avaient agi avec professionnalisme et rapidité, mais a tout de même jugé qu'un service plus aguerri aurait dû être saisi dès le début de l'enlèvement. Autre question. Pourquoi la plainte déposée par Nathalie Debailly au commissariat de Lille n'a-t-elle eu aucun effet? Elle aurait dû être transmise au procureur, ce qui n'a pas été le cas, comme nous l'a confirmé le parquet. Conséquence, aucune suite n'a été engagée. Jérôme Tonneau n'a jamais été convoqué. Donc évidemment, s'il l'avait convoqué, il aurait probablement arrêté. Mais là, finalement, plus il menace, plus il fait monter la pression, moins il se passe de choses. Donc en fait, il a un sentiment d'impunité qui s'installe et qui le conduit à penser qu'il peut tout. Sur ce point, une autre enquête de l'IGPN a conclu à des manquements déontologiques et professionnels
au sein du commissariat de Lille. Comme l'a confirmé Gérald Darmanin à l'occasion d'un déplacement dans le Nord le 3 février 2022. Il y a eu des sanctions pour le policier qui a pris la plainte et des sanctions aussi pour le chef du policier, pour la commandante de l'époque. Donc il y a eu des conséquences et puis en même temps une réorganisation totale de la brigade lorsqu'il concerne les violences familiales et conjugales à Lille. Le ministère de l'Intérieur nous a indiqué que les 2 policiers avaient reçu un blâme ou un avertissement, soit les sanctions les plus faibles. La famille de Nathalie Debailly entend, elle, engager la responsabilité de l'État. Procédure qui pourrait déboucher sur une indemnisation pour faute lourde. Tous les systèmes ont été défaillants à tous les niveaux de l'enquête, de façon évidente et flagrante. Et là, on ne peut pas laisser un État qui vient nous dire « on fait tout pour les femmes victimes de violences conjugales » et en même temps ne rien faire. Lorsqu'une femme vient décrire ce qu'elle subit, dans un commissariat, qui est un grand commissariat français, et la laisser repartir. Je sais qu'elle avait confiance en la police. Moi, j'ai un peu plus de mal, étant donné ce qui s'est passé. Mais j'ai pas de haine contre la police. On ne veut pas pointer du doigt des coupables, des responsables. Ça fera pas revenir ma sœur. On veut que ça serve de leçon. L'instruction sur le meurtre de Nathalie Debailly est achevée. Le procès de Jérôme Tonneau et de ses 3 complices, tous présumés innocents, devrait se tenir d'ici 1 an. C'est la chambre à Sophie. Ces petites photos, les photos de Mylène Farmer qu'elle aimait. Puis son petit univers, ses petits os, son petit cœur. Catherine de Vallonnet a perdu tout espoir de revoir vivante sa fille Sophie. Jeune fille au père à Londres, Sophie aurait été tuée et son cadavre brûlé alors qu'elle s'apprêtait à rentrer en France. Elle voulait revenir ici, elle voulait revoir sa famille, ses proches qui lui manquaient énormément, son petit frère aussi qui lui manquait énormément. Des yeux de malice, des sourires de chipi. Sophie, 21 ans, aurait été victime d'un crime sordide. Il y a 10 jours, jeudi 21 septembre, les habitants de ce quartier résidentiel de Londres s'inquiètent d'une forte odeur de brûlé qui provient de l'arrière de cette maison. Zoé, babysitter chez des voisins, pense à un incendie. Je revenais du centre commercial, je rentrais à la maison. J'ai vu qu'il y avait de la fumée. Le papa chez qui je travaille, qui trouvait qu'il y avait vraiment beaucoup de fumée, est allé frapper à la porte du garage. Il a demandé si tout allait bien, et le voisin lui a répondu que ça allait, qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Mais la fumée est de plus en plus importante. Les voisins finissent par appeler les secours, qui découvrent l'horreur. Un cadavre est en train de brûler dans la cour de la maison. Entièrement calciné, il est impossible de l'identifier et même d'en déterminer le sexe. Mais la taille et le poids laissent penser qu'il s'agit de Sophie Lyonnais, la jeune fille au père. Immédiatement, les policiers interpellent les 2 occupants de la maison, encore sur place. Sabrina Kouider, 34 ans, et son compagnon Wissem Medouni, 40 ans, des Français. Ce sont les employeurs de Sophie. Devant les enquêteurs, l'homme reste muet. La femme clame qu'elle n'a rien fait. Ils sont incarcérés. Qu'est-il arrivé à Sophie? Pourquoi le couple l'aurait-il tuée? Originaire de ce village, à 1 heure d'Auxerre, Sophie grandit dans cet immeuble, avec sa maman, vendeuse, et son beau-père, ouvrier dans le bâtiment. Une adolescente comme les autres, qui sort avec ses amis à la patinoire.
Après un CAP petite enfance, elle part en janvier 2016 à Londres. La mission locale de sa ville lui a trouvé une place de nounou chez Sabrina Quider. Installée outre-Manche depuis plusieurs années, Sabrina se présente comme styliste ou encore maquilleuse. Elle aime les paillettes, s'affiche aux côtés de mannequins ou de starlettes de la télé-réalité. Elle est maman de 2 enfants, dont un avec le fondateur du groupe Boyzone, un célèbre boys band des années 90. Depuis peu, elle est en couple avec Wissem Medouni, un ami expatrié à Londres lui aussi. Sabrina introduit Sophie dans la jet set, ici avec Psy, le chanteur sud-coréen de Gangnam Style. À la maison, Sophie s'occupe des 2 garçons de Sabrina, âgés de 3 et 6 ans. Il la filme ici avec un téléphone. Dans le quartier, Sophie et les enfants passent presque tous les jours chez ce kiosquier. Ça fera 1,95. Qui la trouve très gentille, voire un peu trop. Dans un magasin comme celui-ci, on vend beaucoup de biscuits ou de chocolat. Moi, je voyais que les enfants étaient toujours en train de réclamer. Et pour moi, elle n'était pas assez ferme. En tout cas, elle ne savait pas leur dire non. À sa maman et à son beau-père, Sophie raconte en tout cas que la vie à Londres est idyllique. Elle était très bien. Elle était émerveillée par la beauté de Londres, par les lumières, la Tamise. Elle me disait qu'ils sortaient, qu'ils avaient été au lac dernièrement, qu'ils avaient fait une petite sortie. Comme tous les touristes. Voilà quoi, enfin... C'est le périphérique. Elle se sentait bien. Vous voyez quelque chose de nouveau. Elle me décrivait sa patronne comme quelqu'un de très gentil. Ouais, c'est ça qui s'occupait beaucoup d'elle. Elle me disait qu'elle la considérait comme sa petite sœur. La patronne lui disait qu'elle la considérait comme sa petite sœur. En réalité, la vie à Londres ne serait pas aussi rose que Sophie le prétend. Sabrina et Wissem auraient des problèmes d'argent. Il y a 1 an, Maria, on a des clients. Ils se tournent vers leur ami Michael Kroner, le gérant de ce restaurant de fish and chips à emporter. Wissem est venu me voir pour me proposer de faire affaire avec lui. Il m'a proposé de reprendre un de mes restaurants que je venais de fermer. Il voulait en faire une crêperie française. Mais ça n'a pas fonctionné. J'avais besoin d'une garantie financière de sa part. Et il n'avait rien à me proposer. Michael les autorise néanmoins à installer un stand de crêpes devant son restaurant. Sabrina, tablier autour de la taille. Wissem déguisé en Batman pour amuser les clients, loin du glamour des tapis rouges. À la même période, Sophie confie via webcam à sa copine Ophélie son envie de rentrer en France. Elle travaillerait pour un salaire de misère, 50 € par mois, et encore. Elle nous expliquait que si elle ne pouvait pas rentrer en ce moment, que c'était ses patrons qui avaient des problèmes d'argent, donc ils ne pouvaient pas, pour le moment en tout cas, la payer. Et je pense qu'elle voulait rentrer avec ses sous. Au printemps dernier, ses proches n'arrivent plus à la joindre. Sophie n'aurait plus de téléphone depuis que l'un des enfants, explique-t-elle dans un mail, l'a fait tomber dans l'eau. Catherine, sa mère, est sans nouvelles pendant des semaines, jusqu'au 6 août dernier, quand Sophie parvient à l'appeler avec le téléphone d'une voisine et lui demande de l'aide pour son retour définitif. Elle m'a juste demandé des sous pour rentrer parce qu'elle n'avait pas assez, donc je lui ai mis de l'argent sur son compte. Je lui ai dit, tu es sûre de rentrer lundi? Parce que comme à chaque fois, elle me disait qu'elle rentrait pas. Je lui ai dit, t'es sûre, t'es vraiment sûre? Oui, oui, maman, c'est bon, je rentre lundi, je pars lundi matin et je serai rentrée en fin de journée. Et le lendemain, j'ai eu sa patronne au téléphone qui m'a dit je garde Sophie parce que... J'ai encore besoin d'elle. Parce que j'ai besoin d'elle et que je vais peut-être voir pour vous la redonner dans le courant de la semaine prochaine. Catherine n'aura plus jamais de nouvelles de sa fille.
Qu'a-t-il bien pu se passer derrière les murs de cette maison? Que vivait réellement Sophie? Selon Yolanta, une amie esthéticienne de Sabrina, la jeune fille au père était bien plus qu'une nounou. Elle était la bonne à tout faire. Après avoir déposé les enfants à l'école, elle devait faire le ménage et préparer le repas. Elle était tout le temps en train de courir partout. Elle avait beaucoup de pression sur les épaules. Elle regardait tout le temps sa montre. Selon le gérant du Fish and Chips, les relations entre Sabrina et Sophie pouvaient même être houleuses. Cet été, Michael a notamment été le témoin d'une violente dispute. Sophie est venue me raconter que les enfants avaient été méchants avec elle, qu'ils avaient fait tomber du beurre par terre et qu'on l'a frappée pour ça, parce qu'elle n'arrivait pas à les contrôler. Je lui ai dit de chercher du travail ailleurs et de déménager. Quelque temps après, Sabrina a débarqué ici avec Sophie. Elle m'a dit « À quoi tu joues avec Sophie ?» Puis Sabrina s'est mise à hurler sur Sophie en français. Je ne comprenais rien. Puis quand elle s'est arrêtée, elle m'a dit « C'est qu'une salope ». Sophie était effrayée. Sabrina Kouider et Wissem Medouni clament toujours leur innocence. Ils devraient être jugés à Londres en mars prochain. Devant la maison du drame, des jeunes filles au père du quartier ont déposé des fleurs. Grâce à l'ADN, le corps de Sophie devrait être formellement identifié cette semaine. C'était le samedi 23 avril 2022. À Rennes, des centaines d'habitants défilent pour exprimer leur colère. 10 jours plus tôt, Marita Kizimana a été retrouvée morte dans son appartement. Marco Katale-Kalala, son époux, a avoué l'avoir tuée. Tous les deux d'origine congolaise, vivaient dans le quartier populaire de Villejean. Tous ils ont fermé. Oh putain. Marco avait déjà été incarcéré pour violence conjugale en 2019. Alors pour les amis de Marie, ce féminicide aurait dû être évité. Je pense pour se faire tuer comme ça. Même un animal, on fait pas ça. Ce drame a choqué la communauté congolaise de ce quartier, où Marie était appréciée de tous. Elle habitait Villejean depuis plus de 15 ans, au 5e étage de cette tour. Marie avait 45 ans. En plus de boulot d'intérim, elle vendait des perruques et des mèches. Elle avait installé sa boutique chez elle, où elle accueillait ses clientes. Marie était devenue une référence en la matière, connue de tout le quartier pour sa générosité et sa gentillesse. Marie a rencontré Marco en République démocratique du Congo en 2009. Ils se sont mariés 3 ans plus tard et Marco s'est installé avec elle à Rennes. Le couple a eu 2 petites filles et renvoyait alors l'image d'une famille heureuse et unie. Régine, une cliente devenue amie de Marie, les croisait régulièrement dans le quartier. Elle était très amoureuse, évidemment. Enfin, elle aimait beaucoup, beaucoup. Elle lui offrait des choses, elle le valorisait. De temps en temps, c'est papa Marco. C'était un couple qu'on avait envie, on enviait. C'était la belle vie, c'est le couple parfait, tout ça. Il me dit, ah, et c'est là où j'ai dit, mais oui, mais toi... Il me dit, mais non, tu sais, c'est pas toujours la vie en rose, hein, tu vois, parce que Marco, il était très, très jaloux. C'est un homme qui était quand même possessif. Mais voilà, ça va pas durer, on va arrêter ça. Mais... Et donc, c'était un peu une surprise pour moi. En fait, Marco ne serait pas toujours l'homme idéal que les copines de Marie entreaperçoivent. Il vit de petits boulots en intérim et aime traîner avec les hommes de son quartier sur la dalle Kennedy, une esplanade en bas des tours. Ça, c'est les petits. Bon. Où on reste des après-midi à discuter. On les connaît, nous tous, on les connaît. Ils buvaient avec nous, ils venaient prendre la cigarette, ils fumaient la cigarette ici, avant d'aller chez lui.
Ces deux hommes ont bien connu Marco. Selon eux, d'un naturel réservé, il parlait peu de lui ou de sa famille. Ils le décrivent comme quelqu'un de calme, mais de toujours sous tension. Quel gâchis. Quel gâchis. Même quand il discutait avec du monde, mais les gens savaient que avec lui... La finition, c'est la bagarre. La finition étant la bagarre, donc essayons d'avoir des relations... De le toujours lui donner raison. Pourquoi vous dites ça? C'est des choses que lorsqu'il parlait, bon, Zahir, j'étais catcheur. Il était aussi, soi-disant, garde au corps d'un grand musicien zaïrois. Tu vois, il parlait toujours des problèmes de violence, la force. Et déjà, lorsqu'on parle, déjà, on l'appelle déjà maître. Comment ça? Pourquoi vous l'appelez maître? Il faisait du judo. C'est le nom qu'il s'était déjà donné lui-même. Vous-même, vous sentez que cette personne-là, si vous faites juste un pas de travers. Voilà. Bon. Voilà. Tout le monde prenait ses précautions. Dans le quartier, presque personne ne sait que Marco s'en prend physiquement à Marie. Pourtant, en 2013 déjà, elle a porté plainte pour violence conjugale. Une plainte classée sans suite. En 2016, après un nouvel acte de violence, Marco est obligé de suivre un stage au sein de cette association. 2 journées pour éviter qu'il récidive. Même à ses plus proches amis, Marie ne dit rien des violences qu'elle subirait. Mais elle se serait confiée à Régine, elle-même victime quelques mois plus tôt de son mari. Il me disait, ah, il m'a frappé, il m'a boxé, tout ça. Mais moi aussi, je ne me suis pas laissée faire, tout ça. J'essaie de me défendre, tout. Puis j'ai dit, ah bon? Donc j'étais surprise en disant, ah, parce que pour moi, elle est forte. Hein. C'était une femme qui ne se laissait pas faire. Donc du coup, je ne comprenais pas. Parce qu'on dit chez nous, c'est vraiment une violence qui passe et qu'elle allait gérer ça. Et en plus, elle racontait, et puis à la fin, elle me disait, mais je gère, maman, je gère. Mais elle me disait... il ne va pas m'avoir. Il ne va pas m'avoir. Il ne peut pas m'avoir. Mais la situation ne va aller qu'en s'empirant. En décembre 2019, Marie se retrouve à l'hôpital, le visage tuméfié, au point de ne plus pouvoir ouvrir les yeux. Cette fois, tout le quartier est au courant et Marie ose parler. Audrey, une de ses amies qui vit entre la France et le Congo, s'en souvient encore. On m'a dit qu'ils avaient eu une dispute et Marco l'avait tapé jusqu'à les voisins ont dû appeler les pompiers et la police. Elle s'est retrouvée à l'hôpital. Elle me montre la cicatrice qu'elle avait au-dessus de l'œil, sourcil. C'était les coups de Marco. Et c'est là où j'avais senti que là, c'était pas de la blague, c'était pas de la plaisanterie. Et c'est là où elle me dit que c'était un homme violent. Il tape vraiment mal, fort, comme s'il est en train de se battre avec un homme avec vraiment des coups de poing. Ah, j'ai tombé de nu, j'ai dit, mais... Ah non, quand c'est comme ça, je pense qu'il faut faire quelque chose. Marie, fais attention, parce qu'on ne sait jamais, un jour peut te tuer comme ça. Hein. Dès le lendemain, Marie va porter plainte. Marco se présente à la police et est jugé en comparution immédiate. Il ne conteste pas les faits et est condamné à 18 mois de prison, dont 10 mois fermes. Quand il sort de prison, Marco est suivi par un agent de probation et a l'interdiction de contacter ou d'approcher Marie. Il se serait alors installé dans un autre quartier, au nord de Rennes. C'est ici que Rincia, une amie du couple, l'aperçoit régulièrement. Il n'était plus lui, c'était plus le même homme heureux qu'on avait vu quand il arrivait d'Afrique, qui s'affirmait en tant qu'homme. C'était une personne qui s'était recroquevillée. Je vous dis, l'été dernier, il était tout le temps comme ça. Tête baissée comme ça. Calme. On ne sait pas ce qui se passait dans sa tête. Quand je lui avais posé la question, elle a dit «
Oh, rien, j'ai interdiction de la voir. Ah, les petites aussi, tu ne les vois pas? Non, les petites, je les vois, mais j'ai interdiction du foyer. Donc, pour nous, on savait qu'il la fréquentait plus, quoi. De son côté, Marie semble profiter d'une liberté retrouvée. Elle passe du temps avec ses amis et réalise même une opération de l'estomac pour perdre du poids. Elle avait le projet de reprendre sa vie en main. Elle partait faire ses achats, elle avait des projets au Congo, tout ça. Donc elle a commencé à bouger pas mal. Elle était vraiment libre, très très belle, sortir, joyeuse. Pourtant, peu à peu, malgré son interdiction de contacter Marie, Marco semble se rapprocher d'elle. On l'aperçoit régulièrement sur la dalle Kennedy et même parfois dans l'appartement de Marie. Quelques semaines avant le drame, une rumeur circule. Le couple se serait même remis ensemble, sans incident connu. Jusqu'au 11 avril 2022, quand dans la nuit, des voisins appellent la police. Ils ont entendu des cris. Sur place, les agents auraient fait le tour des étages, sans rien trouver d'anormal, et seraient repartis. Le lendemain, Marco se rend au commissariat, en état d'ébriété. Ce que dit, bien sûr, le mis en cause, hein, qui est maintenant incarcéré, mais aussi des autres témoignages qu'on a pu recueillir. Il y a eu, semble-t-il, une querelle dans la soirée, au moment où le couple va dans la chambre, qui va aboutir au décès de cette dame, d'après les éléments médico-légaux, par asphyxie. Marco a reconnu avoir étranglé Marie. Les faits se seraient déroulés entre les appels des voisins et l'arrivée des policiers. Aujourd'hui, les associations féministes de Rennes reprochent à la justice de n'avoir pas assez protégé Marie. Marco ne portait pas de bracelet anti-rapprochement et Marie n'avait pas de téléphone grave danger. L'élément factuel, c'est qu'on est dans une situation de reprise de vie conjugale, et c'est vrai que ce ne sont pas les situations dans lesquelles on octroie ce type de dispositif, parce qu'il faut que la victime soit demandeuse de ce type de protection-là. Si quelques semaines avant les faits, il y avait eu, je dirais, cette information de la reprise du couple, il y aurait eu une décision judiciaire. Donc c'est peut-être là, je dirais, dans la détection de ces remises en couple, que peut-être, je dirais, on peut encore améliorer les choses. Marco Catale-Kalala, qui reste présumé innocent, encourt la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre sur conjoint. Ses avocats n'ont pas répondu à nos sollicitations. Les deux filles qu'il a eues avec Marie, âgées de 7 et 9 ans, auraient été confiées à l'une de leurs grandes sœurs.